Alors, merci pour l'accueil. Donc effectivement, on va vous présenter cette expérience en réalité virtuelle qui est actuellement en libre accès, accessible dans le cadre de l'Archéolab. Pour commencer, on va essayer de se présenter, puisqu'on représente deux institutions différentes, mais évidemment un petit peu sur la même longueur d'onde aussi, et pas très éloignées l'une de l'autre. Alors, si je commence avec l'institution qui me concerne et dont je m'occupe, l'Archéolab, donc on est à Puy. Je ne sais pas, à main levée, qui connaît l'Archéolab? J'aime bien commencer comme ça pour voir. Okay. Ça correspond à peu près au pourcentage habituel, 20-30%. Donc l'Archéolab, c'est un musée d'archéologie pour jeunes publics qui est donc situé au centre historique de Puy, là au-dessus de cette petite flèche blanche que je cache, et qui se développe autour d'une villa romaine, ou ce qui reste des vestiges d'une villa romaine, à savoir un pavillon d'été qu'on voit là en bas, sur lequel je vais revenir juste après, et donc dans lequel on propose des expositions interactives pour les jeunes publics. On est vraiment orienté jeunes publics, de même que les ateliers qui sont proposés de l'autre côté de la route dans notre espace de médiation, le Labo des Archéos. Là aussi, on a différentes formules d'ateliers de médiation. Comme vous pouvez l'imaginer, avec ce setup, c'est principalement orienté sur la méthodologie de l'archéologie, mais on s'intéresse quand même aussi à transmettre des contenus, comme par exemple dans cette exposition Archéonimaux d'il y a quelques années, qui traitait des animaux dans l'Antiquité et dans l'archéologie. Et puis on a un 0,5 espace en plus, on va dire, qui est le dernier venu, l'Archéobus, avec lequel on se déplace directement dans les classes, dans les écoles, pour proposer aussi un atelier autour du banquet romain, et qui est en fait, cet Archéobus, un des résultats du même projet que celui qui a donné l'expérience en réalité virtuelle qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc basé en fait sur les mêmes contenus, mais qui les articule d'une autre manière, physiquement, à travers un jeu de rôle. Voilà, je passe la parole à Karine pour le musée romain de Lausanne-Vidi. Tout le monde m'entend bien si je parle avec ce niveau impeccable. Donc moi je suis Karine Mélan, je suis la directrice du musée romain de Lausanne-Vidi. À côté de ça, je suis doctorante à l'UNI depuis maintenant quelques années. Je travaille dans le domaine de la médiation culturelle de l'archéologie et des sciences historiques, et plus particulièrement sur un axe, une démarche liée à la médiation culturelle qu'on appelle l'histoire vivante, qui consiste en fait à revivre une époque au travers souvent de festivals, en costume, voilà, avec toutes sortes de répliques à expérimenter. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai collaboré avec Aurel pour la réalisation de ce projet. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le musée de Lausanne-Vidi. Allez, levez la main, alors si on fait mieux. Ah ouais, un petit peu, gagné. Donc c'est un musée qui est consacré au site archéologique de Lousonna, donc Lausanne à l'époque romaine, qui était située à Vidi, au bord du lac. Vous avez là une vue de restitution. Donc nous sommes un musée, nous sommes aussi un parc archéologique avec les vestiges du centre-ville, donc du forum, qui sont encore visibles, que vous pouvez visiter. Et puis j'ai mis cette image pour préciser que nous sommes un site archéologique vivant. Il y a encore beaucoup de recherches archéologiques qui sont faites sur Lousonna, donc cette vue est amenée à évoluer prochainement. On peut passer la suivante. Donc, on offre une exposition permanente qui présente le matériel archéologique qui est découvert à Lousonna. On explique un peu la vie des habitants de cette ville romaine. On propose, comme Aurel, des expositions temporaires annuelles sur différents aspects en lien avec l'Antiquité, et aussi tout un programme de médiation culturelle. Alors, tu gardes la parole. Ah bah voilà. Donc cet après-midi, on va vous présenter le projet Temps de jeu, portail vers le passé. Il a deux noms. Il s'agit d'une expérience immersive en réalité virtuelle. Elle est présentée actuellement et jusqu'au 14 décembre à l'Archéolab de Puy, et puis elle est accompagnée d'une exposition et d'un riche programme d'activités culturelles en lien. Donc le principe, c'est que grâce à un casque de réalité virtuelle, on vous propose un voyage dans le temps, dans l'histoire de Puy. On propose aux gens de parcourir 3 grandes périodes historiques de l'histoire puyérane, que vous détaillera Aurel un peu plus tard, l'époque néolithique, l'époque romaine et le temps des Burgondes.
Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est comme dans toute expérience de réalité virtuelle, on vous propose de traverser un décor, un autre monde, restituer. Donc, il y a tout ce travail de reconstitution d'une période qui est fait dans cette expérience, mais on vous propose aussi d'incarner un personnage historique, de vraiment être dans la peau du personnage, d'expérimenter certains aspects de son existence. Donc, il y a des scénarios pour chaque période historique qui ont été sélectionnés. Et puis, vous pouvez interagir avec d'autres personnages historiques, ce qui vous permet d'expérimenter en fait non seulement comment on utilisait des objets, comment étaient les décors à l'époque, mais aussi comment les gens interagissaient entre eux, quelles étaient leurs croyances, quelles étaient leurs règles hiérarchiques. Donc voilà, des aspects plus fins, disons, on peut retrouver dans l'histoire vivante habituellement sur les festivals. Donc pourquoi on a voulu faire ce projet avec Aurel? Vous connaissez certainement la grande mission des musées d'histoire et d'archéologie, comme ceux dans lesquels nous travaillons. Notre première mission, c'est vraiment de conserver les traces que nous ont laissées les peuples du passé. Donc vraiment tout cet aspect matériel, d'inventaire, de conservation, d'exposition. Et puis aussi d'arriver à présenter au public, à vous tous en fait, quelle était la culture de ces sociétés du passé. Parce que c'est quelque chose d'assez fondamental. On ne fait pas ça juste par devoir de mémoire. Nous sommes assez persuadés que l'histoire, l'archéologie est très importante pour notre société parce qu'elle nous permet en fait de nous confronter à d'autres cultures qui ont pas mal de points communs. Si on pense aux Romains, ce sont nos ancêtres directs. On a beaucoup de points communs avec eux, mais il y a aussi beaucoup de différences dans nos modes de pensée, nos rapports à l'autre. Je pense par exemple au rapport aux femmes, aux enfants, aux étrangers. On est dans des systèmes de valeurs, de croyances, d'idées qui sont assez différents. Et puis un peu comme si vous partez en voyage dans des contrées lointaines, vous avez l'occasion, grâce à la réalité virtuelle, de vous confronter vraiment à une autre culture, d'être immergé dans cette culture, de l'expérimenter par tous vos sens. Et on trouve que l'expérience de réalité virtuelle nous permet d'aller plus loin que simplement une vitrine d'exposition, puis une confrontation aux objets. Avec l'histoire vivante, on peut vraiment entrer dans ce type de problématiques, les expliquer. Et puis c'est là que l'expérience est vraiment enrichissante parce que quand on rencontre l'autre, quand on est confronté à l'altérité, souvent on se questionne sur nous-mêmes, on remet en question nos certitudes et ça nous permet d'évoluer, on espère, dans le bon sens. Donc voilà un petit peu nos motivations, au-delà de faire découvrir l'histoire puyère à nos gens, derrière ce projet. Alors, je reprends la main pour justement vous parler un petit peu des bases et de la structure, du contenu qui est sous-jacent à ce projet dont on va vous faire ensuite la démonstration. Vous l'aurez peut-être compris, d'où la présence du casque sur scène. On espère que ça va fonctionner. Donc le contenu du projet se décline en 3 périodes qui sont en fait dictées en particulier par 3 sites archéologiques majeurs ou principaux qui ont été découverts et fouillés sur la commune de Puy, à commencer par celui dont je vous ai déjà parlé puisque c'est là où notre musée se situe et c'est pour ça qu'il existe, la villa romaine du prieuré de Puy, qui donc est située vraiment dans le centre historique, sous le centre historique de Puy actuel, et dont on a découvert ou redécouvert dans les années 70, on a fouillé extensivement la partie de ce pavillon d'été qui est un petit peu qui a une orientation un tout petit peu différente du reste de la villa romaine parce qu'elle correspond à la vue qui s'ouvre sur le lac et sur les Alpes. Donc cette villa, elle a été développée et habitée entre le 1er et 3e siècle de notre ère. Et sa phase de monumentalisation où on ajoute un 2e pavillon, donc celui qui reste aujourd'hui, et un bassin également assez monumental, et puis notamment qu'on développe aussi les thermes qui sont dans cette zone-là, ça sera au 2e siècle de notre ère. On a plusieurs raisons qui ont fait que ce vestige a été maintenu. On sait qu'aujourd'hui c'est particulièrement difficile
de maintenir des vestiges archéologiques et de ne pas finalement les raser ou les recouvrir pour des projets immobiliers. Là, il y a eu une décision de maintenir ces vestiges et de les valoriser, donc un abandon du projet de développement d'origine qui a mené à leur fouille, parce que notamment, vous le voyez, ce sont des parois assez monumentales, d'une hauteur vraiment conséquente, une élévation assez exceptionnelle et dans un état vraiment exceptionnel aussi, avec du mortier d'origine en grande partie. Mais aussi, et peut-être surtout, la raison pour laquelle on a décidé de maintenir cet espace, c'est cette fresque dont vous voyez un tout petit extrait ici. Cette peinture murale qui fait plus de 15 mètres de long, donc qui en fait la peinture murale romaine la plus longue de Suisse, qu'on appelle la fresque à l'orige, puisque elle représente une course de char avec un conducteur de char ici que vous voyez, donc un aurige. Ça, c'est la première période qu'on a souhaité traiter dans cette expérience de réalité virtuelle et dont je vais vous faire la démonstration ensuite avec une reconstitution physique, mais aussi et surtout, comme disait Karine, concentrée sur des aspects d'interaction sociale. Ensuite, on a la nécropole néolithique de Puy-Chamblande qui a aussi fait l'objet d'une reconstitution et de base pour une reconstitution dans cette expérience en réalité virtuelle. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce site-là, mais c'est quand même un site qui est très important au niveau européen pour l'archéologie funéraire et au niveau mondial même, dans la mesure où on a retrouvé un grand ensemble, on continue à retrouver aujourd'hui un grand ensemble de tombes, de sépultures néolithiques, donc on est entre environ 4500 et 3800 avant notre ère, dans cette zone de Puy-Chamblande qui aujourd'hui est devenue un cimetière, donc finalement, enfin, une partie en tout cas de ce quartier est toujours le cimetière contemporain, donc il y a une certaine continuité d'usage, on voit, hein. Bon, après voilà, je ne vais pas me lancer dans des hypothèses, mais voilà. Et on a retrouvé un ensemble de tombes qu'on appelle aujourd'hui des tombes de type Chamblande, donc le site a donné son nom à ce type de tombes, qui sont ces tombes à schiste, c'est-à-dire des coffres en dalles avec 4 dalles, donc des 4 côtés de la tombe, et une grande dalle de couverture qui va venir se poser par-dessus et finalement affleurer, un peu comme un cimetière contemporain. On va voir une dalle dépassée un petit peu, et dans laquelle les corps sont en position fétale, sur le côté, tournés vers le sud, donc avec la tête à l'est et les pieds vers l'ouest. Voilà, et donc là ce que vous voyez c'est un petit peu des éléments de fouille. Le site a été fouillé bien avant la Villa romaine, au début du XXe siècle, par l'équipe du premier archéologue cantonal vaudois Albert Neff. Et voilà, fait l'objet d'une documentation abondante qui a aussi permis d'en faire vraiment un étalon de l'archéologie funéraire préhistorique. Donc ça, c'est aussi la répartition un petit peu des sites, des tombes de type Chamblande en Europe. Donc vous voyez, entre le nord de l'Italie et l'ouest de la France, on en retrouve passablement. Ensuite, troisième site qui a inspiré cette reconstitution et qui a fait l'objet d'une troisième période, du coup, c'est le site de Puy-les-Désertes, qui est un site burgonde. En fait, c'est aussi une nécropole, hein, parce qu'évidemment, la mort est très représentée dans les restes archéologiques qu'on retrouve aujourd'hui. Une nécropole dans laquelle on a au moins 2 tombes qui, vraisemblablement, peuvent être liées à la présence burgonde dans notre commune, à Puy. Pour différentes raisons, notamment parce qu'on y a retrouvé des crânes déformés. Alors celui que vous voyez ici n'est pas un des crânes retrouvés à Burgonde, mais c'est un exemple très déformé. Mais à Puy, on a retrouvé aussi des crânes vraisemblablement déformés. Et cette pratique de déformation de crâne, elle est non pas burgonde, les Burgondes étant donc une population d'origine germanique qui a migré en Suisse au 5e siècle. C'est pas une pratique burgonde, mais c'est une pratique que pratiquaient des populations qui accompagnaient les Burgondes dans leur migration. Donc, en fait, la trentaine de crânes déformés qui ont été retrouvés dans nos régions attestent de la présence burgonde indirectement dans nos régions. Ce que vous voyez ici, c'est les différents sites burgondes autour de l'arc lémanique. Hein. Je le disais, c'est une population d'origine germanique qui a comme intérêt pour nous, pour notre expérience, d'être arrivé un petit peu du jour au lendemain dans nos régions suite à une défaite face aux légions romaines du côté de la Gaule-Belgique où ils souhaitaient s'étendre, donc du côté de la Lorraine actuelle. Ils ont été replacés, on va dire, dans nos régions par le général romain Étius
Claudius, enfin sur décision des Romains, pour défendre l'arc lémanique face aux invasions, aux incursions d'autres populations germaniques comme les Alamans. Donc on peut dater assez précisément leur arrivée à Genève en particulier, et donc potentiellement le long de l'arc lémanique dans les années qui ont suivi, on est vraiment au milieu du 5e siècle. Et puis l'autre intérêt de ces populations, c'est qu'ils sont arrivés donc dans des régions qui étaient déjà occupées par des populations gallo-romaines, donc il y a dû y avoir cette rencontre, ce choc culturel assez fort, et assez rapidement, ils se sont acclimatés, ils se sont installés et ils se sont acculturés ou assimilés. En tout cas, c'est ce que nous disent les vestiges ou l'absence de vestiges, c'est-à-dire qu'on a assez peu de témoins matériels de leur présence chez nous, et les témoins qu'on a ont tendance à montrer qu'il y a une adaptation très rapide à la culture gallo-romaine locale. Voilà. Je te repasse la parole pour la méthode. Alors, par rapport à la méthodologie, donc, si on veut se lancer dans un projet comme le nôtre, donc, qui est un projet de reconstitution historique, ça va demander évidemment un gros travail pour récolter les sources, toutes les informations qu'on a à disposition pour recréer les scènes dans lesquelles on veut immerger le public. Donc c'est très important de faire appel aux objets archéologiques, aussi aux sources textuelles, aux éléments linguistiques pour pouvoir aussi travailler sur les dialogues, sur les langages. L'épigraphie, donc l'étude des inscriptions, nous donne aussi passablement d'informations, de même que l'iconographie, donc les images qui proviennent de cette période. Mais tout travail de reconstitution, c'est un travail de puzzle finalement, mais de puzzle à trous, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une infime partie des informations disponibles sur l'époque romaine, par exemple, qui nous sont parvenues. Il y a énormément de lacunes dans nos connaissances, et ça, c'est assez problématique quand on veut proposer une reconstitution, recréer un univers dans lequel le public peut s'immerger. Si le tableau est plein de trous, le sentiment d'immersion ne va pas être là. Donc, on va être obligé de faire des choix, de combler ces trous en formulant certaines hypothèses. Alors, par exemple, en utilisant des comparaisons avec d'autres populations de l'Antiquité, aussi avec des populations contemporaines ou plus récentes, mais qui sont bien documentées, qui ont peut-être des modes de vie assez semblables à ceux de l'Antiquité. Je pense par exemple aux populations népalaises, si on travaille sur la religion, qui sont aussi des populations polythéistes et indo-européennes, donc qui ont pas mal on va dire, de caractéristiques communes avec les peuples de l'Antiquité. Et puis pour le reste, ma foi, il faudra, entre guillemets, inventer. Donc les images de restitution qu'on vous propose dans ces expériences immersives, les décors, les dialogues, les scénarios, ils ne sont pas vrais, ils sont vraiment vraisemblables, et c'est très important. On avait, Aurélie et moi, très à cœur de sensibiliser le public à ça, de leur expliquer que c'est une proposition, alors qui se base sur les dernières informations historiques dont on dispose, archéologiques aussi, mais que ce n'est pas évidemment la vérité. Donc c'est pour ça, Aurel vous en reparlera, qu'on a décidé, enfin surtout lui, il a décidé d'accompagner l'expérience d'une exposition pour pouvoir expliquer, prendre un petit peu de distance avec l'expérience oralité virtuelle. Passe à la démo. Passe à la démo. Donc, comme on vous l'a dit, pendant qu'il se prépare, je donne quelques informations. Donc, dans cette expérience, vous avez la possibilité de tester 3 périodes historiques. Donc, le néolithique, la période romaine et l'époque burgonde. Donc, quand vous mettez le casque, vous arrivez dans une sorte de sas et vous avez 3 personnages à choix qui sont les 3 personnages que vous allez pouvoir incarner. Donc, Clotilde pour la période burgonde, une jeune femme burgonde qui va arriver avec sa famille s'installer sur le territoire actuel de Puy et qui va rencontrer un groupe d'enfants de culture gallo-romaine. Et dans cette expérience, on avait décidé d'aborder ce thème assez contemporain de rencontre avec l'autre, avec l'étranger, pour voir voilà, comment les choses peuvent se passer. Donc ça, c'est l'expérience la plus contemporaine, on va dire. Après, vous avez la rencontre, ouais, on peut aller chez Soura, période néolithique, ici, donc
à peu près moins 3800 avant Jésus-Christ. Vous savez, le néolithique, c'est une période très importante parce que c'est la période où les hommes vont se sédentariser. Donc ils s'installent dans des villages, villages lacustres, souvent dans nos régions. Et puis ça va s'accompagner voilà, de l'élevage, de l'agriculture. Et puis il y a beaucoup de rites qui vont être mis en place à ces moments-là pour renforcer l'esprit de communauté, notamment des rites funéraires comme ceux qu'on connaît par l'archéologie à Chamblanc. Donc c'est cet aspect de communauté qu'on a décidé d'exploiter dans cette expérience. Et puis la dernière qu'on va tester maintenant avec Aurel, c'est la période romaine. Donc là, on avait décidé de parler de hiérarchie sociale. Vous savez peut-être qu'à l'époque romaine, les hiérarchies sociales elles sont vraiment très très fortes. Et on avait envie de traiter du cas des esclaves et de confronter un peu le public avec l'idée d'absence de liberté et voir ce que ça évoque chez eux. Donc voilà, on choisit Servilus, c'est le personnage qu'on va jouer. Il nous donne un sablier et on va être projeté dans l'époque romaine et on va se retrouver à Puy, au IIe siècle après Jésus-Christ, dans la villa romaine du prieuré, plus précisément dans la salle de banquet. On rencontre une jeune femme. Vous l'entendez parler? Oui. Le maître vient de la redécorer. Fais vite et sois discret, on n'a pas le droit d'y aller sans bonne raison. Donc c'est une très jeune fille qui est esclave et qui va vous confier une mission. Donc là, vous avez ouvert la porte d'un des couloirs de service et vous vous retrouvez au cœur ce qui était un palais, enfin au cœur du salon d'été, pardon, de ce grand palais qu'était la villa romaine de Puy. Aurel vous a parlé des décors. Donc à l'époque romaine, la décoration était très importante. On avait des décors très colorés, plutôt kitsch, comme vous le voyez, avec des peintures murales sur absolument toutes les surfaces possibles, murs et plafonds. Et c'est justement, je ne sais pas si tu peux montrer la fresque, c'est justement cette grande peinture que vous voyez derrière dont on a retrouvé des fragments dont, si tu montres l'origine, voilà, qui est juste là. Voilà, vous le voyez, le fameux conducteur de char dont vous en a parlé tout à l'heure. Donc pour cette première scène, vous êtes propulsé simplement dans l'architecture, vous êtes confronté à la grandeur, à la beauté de ce salon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être dans cette pièce. Si la domina te voit, tu auras le droit à des coups de bâton. Je ne dirai rien, ne t'en fais pas. Mais je dois commencer à préparer la salle pour ce soir. Et avec cette fichue épidémie de dysenterie parmi les esclaves, nous manquons de bras. Ils sont tous malades. Maintenant, viens nous aider. Donc là, vous êtes chargé d'une nouvelle mission. Et vous allez vraiment incarner un des serviteurs pour le repas. Espèce d'idiot, tu l'as fait exprès? C'est honteux d'être aussi maladroit. Reste pas planté là. Allez, hors de ma vue. Là, il y a des voix au loin qui vous mettent déjà un peu dans l'ambiance. Un peu plus, il nous renversait le vin sur la table. Ou pire, sur le stibadium. Heureusement, ils ne sont pas tous comme lui. Donc Julia est la matrone. C'est mon frère. Il a fait tomber une coupe remplie de vin juste devant le stibadium. Il faut que t'y ailles. Moi, je suis une fille. J'ai pas le droit d'aller dans la salle de banquet. Allez, vite! Sabinus, j'espère que tu apprécies le vin que j'ai fait venir d'Italie du Sud. Et toi, là? Oui, c'est à toi que je parle. Sers-nous le vin. Et tu feras attention à ne rien renverser surtout. Que tu as bu lors de ton dernier séjour à Rome. Donc la matrone, c'est la femme du propriétaire de la maison. Et je te remercie pour ton hospitalité. Et c'est elle qui dirige les esclaves et qui est responsable de la bonne marche du banquet. Les banquets étaient des événements extrêmement importants pour les Romains. C'était des marqueurs sociaux. C'était des occasions de rencontrer ses partenaires commerciaux, ses clients. Donc on devait vraiment faire bonne impression, afficher clairement son standing, sa richesse. Donc il était impensable de rater un événement tel que celui-ci à l'époque. Et j'ai eu l'occasion d'assister au
dernière course. Ta victoire était mémorable. Dépêche-toi, nos invités vont mourir de soif si tu continues. Et il paraît que tu as acheté un nouveau cheval? Oui, je l'ai acheté en Gaule, dans une écurie renommée. Il m'a coûté le prix de 10 esclaves. J'ai acheté 3 esclaves pour Donc il y a s'en tout un occuper en cérémonial permanence. autour du vin, qui est la Mais boisson je suis romaine fort par contrarié excellence, à cause de la qu'on dysenterie qui buvait sévit. coupé d'eau à Ces trois l'époque. Le boire imbéciles pur sont tombés était signe malades. de haute barbarie, donc il fallait le couper. Mon cher Donc c'est à ça qu'est occupé Comment vont tes affaires notre à Lausanne, personnage. Paulus? As-tu pu faire venir de nouvelles marchandises? As-tu déniché des nouveautés venues d'Orient? J'organise bientôt un banquet dans ma demeure à Avanches et je veux impressionner mes invités avec certaines épices. Ne t'inquiète pas. De nombreuses marchandises viennent d'arriver au port de Lausanne, stockées dans mes entrepôts. Je peux te proposer des produits venant des 4 coins de l'Empire. De quoi satisfaire tes amis les plus raffinés. Comme tu le vois, mes affaires se portent à merveille. Avec les bénéfices, j'ai fait Vous êtes aussi réaménager confronté aux discussions des différents Voyez participants à le ce jardin. banquet. Je Vous l'ai pouvez fait voir aménager quelles sont en leurs forme de préoccupations piste de aussi chevaux. par rapport à Une ces, sorte de modèle réduit ces du conversations. cirque de la capitale. Un jardin en forme d'hippodrome. En effet, tu copies la mode à Rome. Voilà, reste ici Mais Paulus, maintenant. entre les Et courses attends. de chars sur les murs, les lampes à tête de cheval et ton jardin hippodrome. Assure-moi, as-tu une autre passion que les chevaux? Oui, Sabinus. Les crevettes. Tu vois, au centre du jardin, il y a des bassins dans lesquels j'aimerais bien élever des poissons et surtout des crevettes pour que je puisse en manger tous les jours. Elles sont déjà sur la table, les crevettes. Sérieusement, Paulus, crois-tu vraiment pouvoir élever des crevettes ici, au bord du lac Léman? Bien sûr. J'ai d'ailleurs acheté un esclave spécialiste de la culture des crevettes. Je l'ai fait venir directement de Marseille. Bon, si cela ne fonctionne pas, par Neptune, je le ferai fouetter. Que les dieux t'apportent leur aide, Paulus. Buvons assez pour que les crevettes que l'on mange à présent nagent bien. Que Bacchus et Neptune en soient témoins. Paulus, as-tu vu que quelqu'un a gravé quelque chose sur la peinture toute neuve de tes murs? Oui. La semaine dernière, j'ai invité un sénateur qui avait tellement bu qu'il s'est mis à écrire des bons mots sur les murs. Toujours couché sur la banquette. Et tout en continuant à honorer Bacchus. Le vin n'est plus assez frais. Lis-nous ce qui est écrit. Va chercher de la glace dans le couloir. Et ne traîne pas. Je ne me sers de ce qui est donné. Encore un millionnaire, sans doute, celui-là. Sabinus. Donc là, la j'espère mission que est tu apprécies terminée le vin que je t'ai et fait on va venir rejoindre d'Italie les du Sud. autres esclaves dans le couloir. De grande qualité, spécialement en ton honneur. Peut-être est-il meilleur que les vins que tu as bu lors de ton dernier. Merci d'avoir repris le service du vin à la place de mon frère. Le pauvre, il doit être mal à présent. Bon, je suis sûre que ça ira mieux dans quelques jours. La maîtresse n'est pas toujours si dure, mais avec le manque d'esclaves ce soir au banquet, elle doit être très stressée. En tout cas, merci pour ton aide. Et voilà. Voilà, bah, je reprends la parole du coup. Donc là, on ne savait pas trop quel type de public on aurait. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un peu une discussion avec les différents éléments qui ont été montrés dans cette période. Donc il y en a 2 autres qui ne vous ont pas été montrés. Et puis évidemment, je vous garantis que c'est une autre expérience de le faire soi-même par rapport à ce que vous avez vu là. Donc je vous encourage à le faire si vous avez l'occasion. Mais donc...
Je vous donne peut-être déjà à ce stade la parole. Après, on pourra un petit peu aller de l'avant dans les différents éléments qui sont présentés, que ce soit justement la date, le lieu, les personnages, etc. etc. Mais peut-être pour commencer, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ce projet, sur ce que vous avez vu ou autre. Non, pas forcément. Oui. Alors, on est à partir de 8 ans. Maintenant, le public cible, c'est 10-15 ans. Et le fait est qu'on a dû quand même fixer un minimum d'âge pour différentes raisons, ophtalmiques déjà, pour des raisons aussi d'adaptation du tour de tête du matériel, etc. Mais voilà, pour nous, l'idéal, c'est vraiment pas moins que 10 ans parce que voilà, c'est difficile aussi de capter les éléments du jeu en dessous. Et puis on remarque aussi que les adultes, les personnes plus âgées, sont aussi très intéressées par l'expérience, ne serait-ce que par l'attrait de la réalité virtuelle, qui est quand même toujours quelque chose d'un peu nouveau pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que se retrouver dans cet espace virtuel, c'est quelque chose d'assez assez particulier et assez incroyable. Voilà, c'est pour ça que je vous encourage encore à tester, parce que c'est un espace qui est vraiment difficile à appréhender sur la base d'un écran comme celui-là. Oui, c'est pour tout le monde. Mais le public cible pour lequel on a développé les contenus, les dialogues, etc., c'est vraiment en pensant à des 10-15 ans, et notamment du coup des âges un peu ados où ils viennent pas forcément facilement au musée. Et donc voilà, où ça leur permet ça les attire un peu, c'était un peu l'idée. Ça marche plus ou moins. Ça marche plus ou moins. C'est un peu difficile quand même d'attirer les ados au musée, mais on essaye. C'est vrai qu'on a choisi les sujets des 3 scènes aussi pour ce public-là. Donc vraiment la vie en groupe, la famille, la communauté, la rencontre avec l'autre pour les Burgondes, et puis les différences, les hiérarchies sociales. Et puis ça permet d'avoir des discussions un peu passé, présent, après, et puis voilà, d'avoir aussi leur avis sur ces sujets-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions comme ça. Pas forcément. Oui ? Oui, ça a été développé par le studio Digital Kingdom, qui est en fait présent aussi sur l'événement d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ils sont à la tente premium là-bas derrière, qui donc est basé à Vevey et qui nous a accompagnés vraiment tout au long de l'expérience pour poser... Déjà, on est arrivé avec des contenus, avec des envies de scénario, avec des objets. Je vais revenir peut-être aussi là-dessus un petit peu. Mais eux, ils nous ont vraiment guidés très bien dans ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et au point de vraiment aussi réorienter nos choix de contenu. Parce qu'il y a des choses qui sont réalistes à présenter et d'autres pas. Et voilà, typiquement, un exemple qui vous a peut-être frappé ou pas, mais sur les personnages, c'est qu'ils n'ont pas de visage. C'est un peu le truc qui me vient comme ça à l'esprit. Ça, c'était un choix qu'ils nous ont proposé. Plutôt que de faire un visage super complexe à développer, très cher, et puis qui peut-être attirerait notre attention sur quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on veut faire passer. Voilà, ils nous ont proposé cette solution-là. C'est un petit exemple presque anecdotique, mais qui est quand même assez important. Et puis dans le déroulement des scénarios, le nombre de pièces, aussi le storytelling, voilà, c'est tous des éléments pour lesquels ils ont été très précieux. Ouais. Oui, c'est donc un studio. La question... Ah oui, peut-être je devrais répéter les questions parce que vous ne les entendez pas, désolé. Donc la question était, est-ce qu'ils s'occupent des jeux vidéo? Donc oui, ils s'occupent, ils développent du jeu vidéo. Ils ont fait un peu déjà, ils avaient fait un peu de réalité virtuelle avant nous, mais ce n'était pas leur core business, on va dire. Et là, ils se sont un petit peu développés dans ce sens-là, mais voilà, ils font d'abord du jeu vidéo, du serious game, entre guillemets, donc c'est-à-dire des jeux... soi-disant sérieux, même si pour eux la distinction jeu et jeu sérieux n'est pas forcément pertinente, mais voilà, c'est un peu ce qu'ils font. Ouais. Vous aviez une question? Alors la question du temps de développement du jeu, enfin du jeu, pardon, je ne devrais pas parler de jeu, d'expérience VR. Tout compris, c'est même avant que je me retrouve à l'Archéolab. C'est plus de 2 ans. C'est vrai qu'on n'a pas dit que c'est un projet qui a été financé par un fonds FNS. Il y a la professeure Anne Billman aussi de l'ASA, qui est historienne de l'Antiquité, qui a participé au projet et qui a déposé cette demande de fonds FNS. Donc rien que ça ralentit déjà de au moins 9 mois le processus. Après, en développement, c'était assez rapide. Ouais, le
développement, je dirais, a duré moins d'une année. Ouais. Mais voilà, pour des questions, effectivement, il y avait le FNS d'abord. Donc on a dû commencer début 22, même un peu avant. Et on a ouvert l'exposition dans laquelle on présente ce projet en septembre 24. Donc voilà, ça fait presque 3 ans en fait, finalement, pas loin. 2 ans et demi, 3 ans. Et effectivement, développement moins d'une année. Et après, on a dû encore attendre un petit peu pour la présenter au public quand elle était déjà prête, parce qu'on voulait vraiment la présenter dans le cadre d'une exposition. Ça me permet de revenir là-dessus. Donc, j'ai pas prévu de slide pour présenter ça, mais c'est quelque chose d'important pour nous. On aurait pu la mettre au milieu de l'espace nu, entre guillemets, de la villa romaine, qui est déjà très beau en soi. Hein. Et ça permet aussi, en testant en particulier la période romaine, d'avoir vraiment le virtuel et le réel. On est dans le même espace que celui qui est reconstitué. Mais on avait le souhait d'accompagner les visiteurs pour pouvoir aussi leur transmettre un ensemble de contenus à la fois complémenter les contenus qui sont présentés, montrer ce lien du virtuel au réel, montrer qu'on se base vraiment sur des objets authentiques, et puis aussi, comme l'a dit Karine, apporter une forme de transparence dans les choix qui ont été faits, où on n'est jamais totalement... voilà, on est dans une reconstitution, on n'est jamais dans la véracité historique, évidemment, c'est quelque chose d'illusoire, et de montrer un petit peu cet aspect de reconstitution et de choix qui a été fait, c'était quelque chose d'important aussi pour nous. Donc voilà, on a créé une exposition tout exprès qui, elle, a pris encore un peu de temps à être mise en place, et pour des questions de budget aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui. Alors donc la question du lien avec des jeux de type Assassin's Creed, bon, ça a été un modèle, clairement, enfin un modèle dans une certaine mesure. C'est clair que c'est un jeu qui a vraiment, enfin les Assassin's Creed notamment la partie musée dont j'ai maintenant oublié le nom, mais il y a vraiment une extension où l'idée est vraiment juste de visiter les reconstitutions dans Assassin's Creed. Ça a été un modèle et puis ça a vraiment popularisé aussi ce goût de la reconstitution historique très réaliste en plus, en tout cas sur le visuel, auprès du grand public. Après, on n'est pas du tout dans la même ligue, quoi. Déjà au niveau financier, et puis l'approche d'Assassin's Creed, c'est d'abord quelque chose de l'ordre du spectaculaire. Il faut quand même alimenter un jeu, donc il y a pas mal de concessions qui sont faites aux faits scientifiques et historiques pour pouvoir construire un gameplay qui convienne. Donc c'est une inspiration, je pense que ça a vraiment attiré beaucoup de public et c'est très bien. Maintenant, voilà, nous on est vraiment dans une approche scientifique, d'où aussi l'intervention du FNS, dans l'idée de vraiment communiquer des recherches, en particulier d'histoire sociale, et l'état actuel de ces recherches à travers un outil de réalité virtuelle et une modélisation faite pour. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais c'est vrai que nous, on s'est vraiment beaucoup basé sur l'histoire sociale. Le décor, finalement, il sert notre discours de marquer la différence entre les esclaves qui n'avaient aucune possession et cette classe supérieure romaine. Dans les dialogues aussi, dans le fait que l'esclave est totalement invisible à certains moments, ce qui est assez particulier pour nous. Sa présence n'a aucune valeur, aucune signification, sauf pour le travail qu'on lui demande. On lui parle durement, on le gronde quand le travail est mal fait. Ça crée chez certains enfants aussi un début de stress, donc ça met en condition. Donc nous, on était vraiment sur d'autres objectifs qu'un jeu comme Assassin's Creed, où là, on est dans la découverte, surtout visuelle, d'un environnement reconstitué. Nous, on a essayé d'aller plus loin au niveau de la compréhension de la société romaine.
Oui, alors donc la question de est-ce que ce genre d'outil peut remplacer le travail des musées, des scientifiques? Est-ce que j'étais réfractaire au projet? Non, vu qu'on l'a lancé. Non, alors moi je suis hyper pour ce genre d'initiative, mais comme Aurèle l'a dit, en expliquant aux gens ce qu'on a fait, d'où on tire l'information, en présentant tout le potentiel de ces outils numériques qui est extraordinaire, je pense, pour l'archéologie, les sciences de l'Antiquité, mais il y a aussi ses limites. Donc il faut être hyper clair avec les gens sur les limites de ce qu'on propose, de ce qu'on fait. Puis je reviens encore sur l'exposition, c'est pour ça qu'il faut absolument accompagner ce genre d'expérience virtuelle d'une mise en contexte, leur présenter les objets, les sources. Puis comme ça, on voit tout de suite, quand on va visiter l'exposition d'Aurèle, on a une vitrine sur l'époque burgonde, puis on se dit, entre guillemets, il n'y a que ça comme trace de l'époque burgonde qui est quand même assez mal documentée à Puy, même s'il y a quand même cette nécropole. Et on arrive à une reconstitution comme ça. Je pense que les gens arrivent à mesurer tout le travail d'interprétation, d'hypothèse qu'il y a derrière. Puis pour moi, ça, c'est fondamental. Et je suis souvent un peu réfractaire au fait que il y a bon nombre de ces expériences virtuelles qui sont développées par des équipes scientifiques, par des musées et qui sont exploitées sur les sites pendant un certain moment et qui après sont reprises par des grands centres de réalité virtuelle qui présentent ça à côté d'expériences beaucoup plus ludiques, fun, qui n'ont pas du tout de vocation pédagogique ou historique. Et tout est mis au même niveau. Il n'y a plus les expos, il n'y a plus les professionnels pour expliquer le travail. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage. Le public fait pas forcément la différence. Et puis là, à mon avis, c'est un danger pour le développement de ce genre d'outils. J'ajoute que c'est important dans le processus de travail, enfin je le répète un peu, mais de penser ces outils non pas en bout de chaîne, mais vraiment dès le départ. On pense le contenu en fonction de l'outil. Souvent, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais, mais c'est un peu pour combler un vide dans une exposition, on va développer un petit truc tactile dans un coin et puis vite faire du contenu issu de l'expo. Et donc, ça nous donne quelque chose d'une qualité assez médiocre et au fait à obsolescence très, très courte. Donc là, on est parti tout de suite avec l'équipe de développement et on a vraiment réfléchi ensemble à tout ce qu'on voulait faire et tout ce qu'on pouvait faire et ce qui était le plus attractif aussi avec un outil de ce type-là dans le cadre d'un musée. Mais dans tous les cas, l'exposition est nécessaire et aussi j'ajoute un point très très important qui ressort souvent dans les commentaires qu'on nous fait parce qu'on a fait pas mal d'évaluations du fait notamment que c'est un projet FNS, donc on devait rendre un rapport, etc. Un élément très important, c'est l'encadrement, l'accompagnement humain. Donc, encore balancer un outil numérique sans aucune explication, ça peut marcher si c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est toujours l'élément humain et l'accompagnement et le débriefing et ce rapport d'individu à individu personnalisé qui fait vraiment la différence et qui permet d'aller plus loin et de retenir. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Voilà, bon, après moi j'avais juste un petit peu listé des éléments. Alors sur les dates, vous l'aurez compris, sur les sites aussi, je crois que vous avez compris un peu le topo du fait qu'on on s'inspire d'éléments connus. Pour les personnages, simplement pour vous donner quelques exemples, ici pour la période romaine, on a typiquement des fresques, des peintures murales de Pompéi qui peuvent nous inspirer sur la façon de s'habiller, la façon de porter des bijoux, de se coiffer, etc. Voilà, pareil pour la période burgonde, là où on a assez peu de choses, mais on a par exemple sur la façon dont les bijoux sont portés, on a des tombes où on retrouve, comme ici sur une tombe de Bâle, on retrouve vraiment la position des bijoux sur le corps, assez clairement. Et puis pour le néolithique, c'est un peu plus complexe, c'est des fibres qui restent, qui nous permettent un petit peu d'imaginer les vêtements de ces personnages. Donc là, je vous ai mis simplement une reconstitution encore un peu plus scientifique, on va dire, qui a été faite pour une exposition du musée cantonal, pour une publication et une exposition du musée cantonal d'archéologie et d'histoire, notamment, donc aux sources du Moyen-Âge. De même pour les objets, c'est ce que disait Karine, des objets qu'on retrouve dans notre musée. Il y en a effectivement pas beaucoup, des objets clés, surtout pour la période burgonde, mais on a vraiment cherché à modéliser des objets existants. Donc typiquement ce fameux pectoral pour le néolithique
Il y en a un certain nombre qui ont été retrouvés. Cette lampe à huile à tête de cheval qui vient de Massonger en Valais, qui rentre assez bien dans notre scénario autour de la course de cheval, etc. Donc on a voulu reproduire aussi. Et puis bon, des osselets, ça c'est quelque chose d'assez commun qui vient symboliser un peu l'échange entre les Gallo-Romains et les Burgondes dans la période, la troisième période. Et puis des actions. Les actions, vous avez vu dans la période romaine qu'on était dans le service, la préparation et le service du vin dans le cadre d'un banquet. Donc là, on a quand même passablement de sources qui nous parlent du banquet romain, que ce soit des sources textuelles ou iconographiques. Ici, une peinture murale de, je crois, Herculanum, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, ou alors c'est de l'inverse. Donc qui nous montre un peu le rôle des esclaves dans le cadre de ce genre de banquet, donc avec un esclave qui tend une coupe de vin, un autre qui est en train de nettoyer les pieds vraisemblablement d'un noble, et puis le troisième qui est en train d'en tenir un qui n'a pas l'air de se sentir très bien. Donc voilà, c'est aussi des sources d'inspiration qui nous ont permis d'imaginer la façon de faire, la façon d'élaborer nos actions de jeu. Pour la période néolithique, ben voilà, je vous remontre un peu l'idée de ce pectoral. Le fait est que dans cette période-là, on va aller déposer, vous allez être invité à déposer une offrande dans une sépulture. Et effectivement, on a retrouvé dans ces sépultures de Chamblandes, comme je le disais, un certain nombre d'offrandes. Donc c'est quelque chose d'assez important. Puis ça nous permettait aussi de représenter la partie de la préparation des funérailles plutôt que des funérailles elles-mêmes, où on aurait eu quelques soucis de reconstitution parce qu'on ignore tout des rituels, et aussi on ne souhaitait pas non plus confronter les jeunes publics à un corps gisant dans la sépulture, même si c'est quelque chose qui est bien documenté pour le coup, mais voilà, c'est un peu ces contraintes dont je parlais. Donc on est avant la funéraille, dans la préparation. Et puis pour la période burgonde, cet échange autour du jeu d'osselets. Le jeu d'osselets, c'est un peu un prétexte, comme je disais, mais c'est un des éléments où on est à peu près certain que ce soit les cultures latines, gallo-romaines ou germaniques, burgondes, il était pratiqué à travers tout l'Empire et aux marges de l'Empire au 5e siècle. Donc c'est un élément qui unit nos deux cultures en l'occurrence. Et puis finalement, les thématiques qu'a déjà aussi évoqué Karine, avec d'une part pour la période néolithique, les éléments de solidarité de la communauté autour de préparation funéraire. Alors là, on a des éléments qu'on connaît sur l'organisation des villages, sur le fait qu'on était dans un cadre de famille élargi, et aussi sur en fait, le fait qu'on avait des fosses familiales, des tombes familiales d'une certaine manière, donc plusieurs membres d'une même famille pouvaient être enterrés, inhumés plutôt dans les mêmes sépultures. Donc ça nous a poussé aussi à imaginer un petit peu ce scénario là autour de la préparation de funérailles qui implique toute une communauté. Pour la période romaine, on en a pas mal parlé, la question de la hiérarchisation qui est bien représentée, que nous on a thématisé à différentes échelles, notamment l'opposition entre ombre et lumière, entre la partie des esclaves et la partie des maîtres. Donc la société romaine étant très hiérarchisée, c'était faire ressentir ce poids de la hiérarchie. Et puis finalement pour les Burgondes, cette altérité culturelle, notamment représentée par ces fameux crânes déformés dont vous voyez ici une reconstitution qui n'est pas de nous, une restitution faciale sur la base du crâne retrouvé à Duy, qui a été faite aussi pour le musée cantonal, sauf erreur. Donc il y a un élément très frappant, on peut imaginer le choc de découvrir ces cultures-là pour les habitants de la région au 5e siècle. Donc voilà, simplement pour finir rapidement, et puis on vous libère. Donc ce que vous voyez ici, c'est des retours de la part des visiteurs. On a mis ce dispositif à l'intérieur de l'exposition pour qu'ils puissent contribuer immédiatement et voir leur retour en live. Donc c'est un peu une petite tentative de participation, évaluation en direct. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est qu'effectivement l'outil réalité virtuelle nous permet une reconstitution assez pratique, assez aisée, assez pas très poussée, mais en tout cas très immersive, donc avec une modélisation 3D au niveau du visuel, mais aussi une modélisation du son, une immersion sonore qui peut être assez modulable.
De même, l'aspect immersif étant très poussé avec cet outil-là, on peut susciter des émotions à travers des ambiances, on peut susciter l'engagement des visiteurs et donc proposer aussi des interactions avec des personnages non jouables qui sont assez intéressantes. Mais on a un certain nombre de limitations techniques, financières et pratiques. Donc comme je le disais, l'important, le numérique constitue vraiment un soutien précieux pour transmettre les connaissances, mais pas de façon autonome pour nous. En tout cas, il faut que ça soit un complément à d'autres éléments, des objets, des textes et surtout d'éléments humains de médiateurs, médiatrices. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, on est là.